personne va nous accompagner sur le sujet, mais même là aussi, même dans le cadre du travail, c'est un médecin du travail, la personne ne va pas forcément évoquer son handicap dans son ensemble. D'abord, effectivement, on a parlé tout à l'heure de cette difficulté aussi d'accepter son handicap. Et elle n'aura pas forcément les mots pour en parler ou elle ne se rendra pas forcément compte. Donc à partir de là, si vous voulez, moi je vais essayer de m'attacher à comprendre la personne. Donc confiance, effectivement, échange pour pouvoir derrière voir au sein de l'entreprise si on peut soit l'intégrer, parce que je ne travaille pas que sur l'intégration, bien sûr, mais aussi dans le maintien dans l'emploi. Parce que énormément de personnes ont des problèmes, effectivement, de handicap psychique au cours de la vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui est encore plus compliqué à comprendre dans le cadre de l'entreprise. Il faut une prise en compte, il faut effectivement une acceptation. Et je dirais que souvent, on rejette ce qu'on ne comprend pas. Et c'est quelque chose qui se fait un peu instinctivement. C'est compliqué, mais il faut aller au-delà de ça. Et c'est vrai que c'est là que le correspondant handicap essaye d'accompagner, sans être médecin, bien sûr. Effectivement, les médecins du travail nous accompagnent énormément dans son rôle pleinement pour essayer d'apporter des solutions. Après, c'est vrai que moi, j'essaye de trouver des solutions ou d'essayer d'autres. Si par exemple, on reparle de recrutement, je vais vous citer quelques exemples. Quand j'ai planché sur le sujet, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de donner une chance à des jeunes? On sait très bien que la formation de personnes en situation de handicap, c'est peu. Au-delà du bac, on a vu tout à l'heure quelques chiffres, c'est vraiment très peu. Donc, j'ai pensé à l'alternance. Il se trouve que j'ai un jeune autiste qui est venu me voir quand il avait 16 ans, qui avait tenu absolument à me rencontrer, autiste Asperger, et qui est venu me dire « Je suis passionné de train, je veux rentrer dans l'entreprise ». Bon, il avait 16 ans. Il était quand même dans une scolarité à peu près normale, avec une personne qui l'accompagnait. Donc, si vous voulez, je lui ai dit écoute, tu continues ta scolarité et puis tu viens me revoir dans 2 ans. Et je me suis dit, 2 ans vont passer, il oubliera. Pas du tout. Il est revenu 2 ans, jour pour jour. Et c'est vrai que je l'ai rencontré. Et là, on a essayé de réfléchir à un projet ensemble, un projet pour faire une alternance, un bac pro. Voilà. Donc, un métier technique, pas forcément adapté pour une personne de ce type de handicap, mais il était vraiment fondamentalement convaincu, sa famille aussi, voilà. Mais par contre, si vous voulez, moi je me suis rapprochée d'une personne qui pouvait m'aider sur le sujet, qui est un coach, un job coaching. J'ai donc lancé un job coaching avec cette personne avant de l'intégrer. Donc 2 mois avant, on a mis en place un certain nombre d'outils, on a rencontré effectivement l'équipe d'abord pour demander à l'équipe si elle était prête à vivre cette aventure et on est allé jusqu'au bout. Alors je vais vous passer les détails, mais ce que je vous dirais qu'on a apporté à ce jeune homme, en fait il a fait son année complète et puis il a dit c'est pas mon projet. Par contre, pendant 1 an, entre ce qu'il nous a apporté et ce qu'on lui a apporté, nous, ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Parce que qu'est-ce qu'on lui a apporté de fondamental? C'est une autonomie. C'est un jeune qui prenait le train tout seul tous les jours, qui venait très loin, il venait d'Isère, et si vous voulez, il n'a jamais été en retard. Quand il avait un problème de train, parce qu'il prenait le train, il appelait son responsable, son tuteur, parce qu'il avait un tuteur, en lui disant « Voilà, mon train est arrêté, je ne sais pas quand je repars, je ne sais pas quand j'arriverai, mais je te tiens au courant. » Et il a été, mais vraiment, on avait mis en place un taxi pour l'amener de chez lui jusqu'au train. C'est pareil, il appelait le taxi directement, il disait « C'est pas la peine de venir à cette heure-là. » C'était vraiment incroyable. Et en plus, il arrivait dans l'équipe, il a amené des gâteaux. Il faisait des gâteaux lui-même pour faire plaisir. Et en fait, c'était devenu un peu la mascotte de l'équipe. Et professionnellement, si vous voulez, il a quand même réussi à accomplir un certain nombre de tâches très vite. Il a compris que le technique, c'était pas son truc. Par contre, chez lui, il est capable de faire des choses absolument extraordinaires. C'est incroyable, et techniquement,
Par contre, là, on lui demandait de visser, il ne savait pas visser. Et ça, c'est quelque chose un peu compliqué. Voilà. Mais pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de pouvoir accompagner ces personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a choisi, avec effectivement une rencontre avec la MDPH, de travailler finalement dans un secteur protégé, parce qu'il se sentait plus rassuré. Ça correspondait mieux dans un premier temps pour lui. Mais quelque part, si vous voulez, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a une certaine autonomie, il est capable d'aller à la banque tout seul, d'être assez autonome sur un certain nombre de choses. Sa mère était vraiment ravie parce qu'elle était tellement inquiète. Donc, si vous voulez, quelque part, ça, c'est à prendre en compte et à se dire qu'on peut faire quelque chose dans ce sens. Voilà. Donc, et juste un autre exemple que je voulais vous citer très rapidement. Il y a aussi une autre façon d'intégrer des personnes en handicap psychique qui ne peuvent pas travailler dans le milieu ordinaire, c'est les AT intégrés. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi dans un technicentre chez nous. Ce sont des personnes qui vont être confrontées au milieu ordinaire. Ça leur permet de découvrir, en réalisant des tâches qui sont faites normalement par des personnes de l'entreprise, mais assez répétitives. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de rassurant pour ces personnes, et c'est une vraie réussite aujourd'hui. Et quelque part, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est qu'une personne puisse être recrutée par ce biais. Donc c'est aussi une autre façon d'intégrer l'entreprise. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle Descosses. Et enfin, Christiane Cornelou, Olivier Paul, qui vont intervenir au nom de l'UNAFAM. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons aborder cette dernière séquence à deux. Nous allons développer la position de l'UNAFAM et les enjeux dans l'entreprise. Une personne au cours de sa vie peut être atteinte de troubles psychiques plus ou moins importants et contraignants qui peuvent l'amener à être en situation de handicap, notamment par rapport à son emploi. Le handicap psychique dans le milieu du travail ne peut donc plus être ignoré. Les politiques handicap dans les entreprises ne peuvent plus écarter la problématique du handicap psychique, qui doit être pris en compte au même titre que les handicaps sensoriels, moteurs, physiques et mentaux. Le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques demande un accompagnement ou une vigilance particulière dans tous les domaines de la vie quotidienne, autant pour l'insertion sociale que professionnelle. L'UNAFAM est parfaitement consciente que certaines personnes ne pourront vivre que dans une structure sanitaire ou médico-sociale et que d'autres ne pourront pas supporter les contraintes d'une activité structurée. Mais elle sait également que toute activité peut être un moyen de sortir de l'isolement et de progresser vers l'autonomie. Or, aujourd'hui, les réponses sont très insuffisantes. La reconnaissance récente du handicap psychique et les priorités à traiter font que ce sujet a été jusqu'alors insuffisamment pris en compte. Si on s'en tient à l'insertion professionnelle, aujourd'hui, il y a 3 possibilités. Les AT, l'entreprise adaptée, le travail en milieu ordinaire. Nous allons cibler notre intervention sur le milieu ordinaire et l'entreprise adaptée. Le point de vue de l'UNAFAM sur le travail en milieu ordinaire. Ce qui existe actuellement, selon la pathologie et son évolution à l'origine du handicap, il semble a priori possible pour certaines personnes de trouver, voire de se maintenir en emploi en milieu ordinaire, sous réserve cependant, comme pour tout handicap, d'une adaptation du poste, des horaires et des rythmes de travail. Il est bien sûr préférable d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est attribuée par la CDAPH. Cette obtention permet d'entrer dans le cadre de l'obligation d'emploi prévue par les textes pour les entreprises privées et publiques, les 6% de l'effectif total. Mais malgré les incitations prévues par le législateur, il ne faut pas se cacher qu'il est difficile de faire bénéficier les personnes handicapées psychiques de ce dispositif. Le système actuel sélectionnant les personnes les plus proches de l'emploi.
Le handicap psychique est la première cause de mise en invalidité dans le monde du travail. Il faut donc améliorer le maintien dans l'emploi. Ce que veut l'UNAFAM, moins de 10% des personnes en situation de handicap psychique travaillent en milieu ordinaire, mais avec certaines dispositions et des aménagements, ce chiffre pourrait être augmenté. L'accompagnement dans la durée réalisé par des professionnels spécialisés dans le domaine du handicap psychique, avec, si nécessaire, un soutien psychologique, car la personne handicapée reste fragile. Des aménagements dans l'entreprise, tels que le travail à temps partiel, la prise en compte des difficultés cognitives et de communication, la sensibilisation des supérieurs hiérarchiques et des équipes, le changement du regard dans l'entreprise, des formes d'activités intermédiaires ouvertes à différents publics en difficulté, coopératives sociales, entreprises et chantiers d'insertion, associations intermédiaires, clubhouse. Le handicap ce que veut l'UNAFAM. Pourquoi cette position? La majorité des personnes handicapées psychiques ne peut accéder à l'emploi en milieu ordinaire, tout au moins dans la durée. Néanmoins, cela est possible pour un certain nombre, d'autant que l'insertion aura été précoce, articulée avec un accompagnement et une réhabilitation psychosociale, et qu'elle se fasse par étapes. Le handicap psychique n'entraîne pas une altération des facultés intellectuelles de la personne, qui reste donc apte à effectuer un certain nombre d'activités. Par contre, ce handicap rend la personne plus sensible au stress, aux pressions extérieures inhérentes à toute activité humaine, ce qui peut entraîner des comportements inadaptés, d'où la nécessité de l'accompagnement. Par ailleurs, la pathologie et les traitements associés peuvent entraîner une grande fatigabilité qui rend le temps partiel bien préférable. Olivier Paul, UNAFAM également. Au-delà de la position de l'UNAFAM, nous sommes réunis entre plusieurs familles qui ont des proches qui sont dans le circuit de l'insertion, pour être plus à même de mettre au-delà des positions et des facteurs importants, pour mettre en perspective ce qui nous paraît être les enjeux de l'avenir pour progresser. Et je remercie ce qu'a dit Paul Monod tout à l'heure, parce que ça nous paraît très important de bien situer cette question de l'insertion dans la dynamique des parcours de vie de nos proches malades. On voit bien qu'entre les dispositifs de soins, l'augmentation des dispositions ambulatoires, les dispositifs de réhabilitation cognitive, psychosociale, etc., la dimension du rétablissement, c'est-à-dire la capacité de la personne à remobiliser ses capacités, de les réutiliser pour maîtriser ses symptômes, et tout cela pour redevenir l'acteur numéro un de sa propre vie, eh bien, cette dynamique du rétablissement est quelque chose qui émerge très fortement en France, qui émerge dans beaucoup de pays, et donc il faut que les dispositifs d'insertion se replacent dans cette évolution qui va les toucher, puisque l'insertion est au bout du processus de rétablissement de nos proches. Donc ça nous paraît tout à fait important de se replacer dans ces perspectives d'avenir et qu'a bien exposé Paul Monod tout à l'heure. Donc par rapport à ça, quelle est notre vision? La vision de notre retour d'expérience et notre perception. Bon, il a été largement dit que la situation actuelle est très contrastée, mais reste quand même assez sombre par rapport à ce que je viens de dire sur ce qu'on peut envisager dans le rétablissement. Et je voudrais insister, au-delà des questions de stigmatisation, d'inadaptation des accompagnements et des dispositions d'entreprise, quelque chose qui nous paraît très important, c'est que l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, il faut qu'elle fasse avec la maladie psychique. Parce que la maladie psychique, même si elle ne prend pas d'handicapé, elle est chez elle. Et donc, il faut apprendre à faire avec la maladie psychique. Donc, c'est une compétence que l'entreprise ou l'institution doit développer. Et à cet égard, toutes les pratiques liées au rétablissement ouvrent des perspectives beaucoup plus
prometteuse que ce qu'on pouvait espérer il y a quelques années. Et à cet égard, il y a un certain nombre d'exemples en France et surtout à l'étranger qui en témoignent au titre du maintien dans l'emploi. Alors, ce qui peut être envisagé, ça a été dit par beaucoup, mais je le redis, c'est d'abord les adaptations dans le poste pour qu'elles soient réellement mises en place. Les questions de gestion de crise, d'interruptibilité, de gestion du stress, de gestion de la pression. Pour cela, il faut que le management de proximité soit formé, est un minimum d'information. Il faut que la médecine du travail soit formée, bien placée dans le circuit et responsabilisée. Il faut que la fonction RH, elle aussi, comprenne tout cela. Et il faut que les directions aient le minimum de compétences pour prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, il faut bien sûr qu'il y ait un accompagnement qui soit adaptable et durable, adaptable en fonction des circonstances, modulable en fonction des circonstances et dans la durée. Et puis, il faut que l'entreprise change son regard sur le psychique, il faut qu'elle comprenne des choses et il faut qu'elle change de regard. Il y a une dernière chose qui a été évoquée par beaucoup. Qu'en est-il du dialogue et de la confiance et de la confidence autour de la pathologie psychique? Actuellement, la majorité des gens malades qui travaillent dans l'entreprise cachent leur pathologie. Et la cachant, comme ils sont un peu bizarres, ça crée des problèmes et puis on rentre dans un cercle vicieux. Donc il y a un minimum de débat, et ça, il faut trouver les voies et moyens pour y arriver, mais ça paraît indispensable et ça a été, je pense, très bien évoqué par les deux présentations précédentes. Donc ça, c'est le dernier point qui nous paraît très important. Alors, si on cherche à se situer par rapport à ce monde un peu rêvé, qu'en est-il? Eh bien, nous, de notre point de vue, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses très prometteuses qui se font. C'est notre interprétation de parents, pour l'essentiel. Je les classerai en trois parties. Il y a d'abord toutes les pratiques et les recommandations qui apparaissent. Il y a ce que fait Andy Lyon-Rhône, il y a le SUR, il y a par exemple la Coordination 69 qui a fait des films pour mettre à disposition des employeurs pour les sensibiliser à ces problèmes de management de proximité, ça s'appelle le Kit Psy. Il y a tous les efforts que fait la MDPH sur l'évaluation. Il y a tout ce qui est fait dans les structures d'accompagnement. Il y a des recommandations, par exemple, d'une association comme IMS, Entreprendre pour la Cité. Donc on s'aperçoit que se mettent en place petit à petit toutes les briques du dispositif. Donc, premier élément, les pratiques. Deuxième élément qui nous paraît vraiment très important, c'est l'évaluation. L'évaluation, pourquoi? D'abord pour progresser sur ces pratiques, mais aussi pour que les employeurs puissent avoir des éléments factuels et crédibles pour savoir ce que ça veut dire que le handicap psychique, savoir les risques qu'ils prennent et les avantages qu'ils peuvent en tirer. Je pense que la rationalité de la chose est indispensable pour un employeur. Et donc, les éléments d'évaluation sont absolument nécessaires pour que quand un travailleur social va aller voir un employeur, lui explique, écoutez, nous on a déjà fait ça, on a telle et telle méthode, elle a été évaluée, les résultats sont comme ci, sont comme ça, je pense que l'employeur ne sera pas insensible, il y a eu telles dispositions qui ont marché, etc. Donc je pense que ces questions d'évaluation sont très importantes et il y a toute une série de pratiques d'évaluation qui ont été mises en place, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit à Lausanne chez nos voisins suisses. Donc c'est le second point. Le troisième point, c'est tout le travail en réseau et la communication entre les professionnels. C'est aujourd'hui ce qui se passe, ça me paraît tout à fait essentiel. Et puis c'est ce qui, dans les pays étrangers qui sont très en avance là-dessus, c'est des idées qui ont été mises en place en Australie, par exemple, dès 1980. C'est comme ça maintenant aux États-Unis, au Canada, et par exemple en Europe, il y a une association, l'European Union of Supporter Employment, qui fédère tous les employeurs qui font de l'emploi accompagné. Le quatrième point que je voudrais souligner, et qui est quelque part un tout petit peu dans le prolongement de vos interventions, c'est que pour faire changer les représentations, pour faire changer les idées, je pense que les usagers de la psychiatrie, les handicapés insérés sont les meilleurs ambassadeurs. Et je sais que c'est très difficile de les faire intervenir, mais je pense qu'il appartient vraiment aux acteurs de l'insertion de faire en sorte, pour accompagner quelques leaders, quelques communicants parmi ces gens-là, parce que dans le mouvement des usagers à propos du soin, on voit bien que c'est une des choses
qui a fait bouger le dispositif. Donc je me permets de recommander qu'il y ait de plus en plus d'usagers qui soient porte-parole de cela et que vous les aidiez en ce sens. Je pense que ce sera un facteur d'accélération de l'insertion des personnes en souffrance psychique qui sera puissant. Merci, monsieur, dames. La dernière table ronde portera toujours cette question, même si elle sera surtout centrée sur le management. Pour autant, nous allons prendre 10 très courtes minutes pour questionner, si vous voulez bien, et n'y voyez pas de discrimination pour les autres. J'aimerais que vos questions s'adressent plus particulièrement à Isabelle Decosses et Jean-Frédéric Géolier, alias Fabrice et autres. Donc voilà, ils ont témoigné. J'aimerais que vous vous adressiez particulièrement à eux, si vous le voulez bien. Monsieur, nous vous portons le micro. Bonjour. Oui, le micro marche, ne tapez pas dessus, il n'a rien fait. Norbert Duchemin-Pelletier, je suis employé en production à l'établissement français du sang. Ma réflexion, c'est qu'une des difficultés d'insertion dans l'emploi d'un travailleur ayant un handicap psychique est le rejet par peur de ce handicap, du handicap par les collaborateurs, parce que ces personnes n'ont jamais été confrontées à ça. J'ai souvenir d'un intérimaire qui avait été mis chez nous. Rétrospectivement, je me dis que ça devait être une personne autiste Asperger, et je me revois dans mes réactions inappropriées par rapport à son comportement. Et voilà. Une question, c'est quel travail de fond est fait pour normaliser l'accueil de ces personnes dans le système de l'éducation nationale dès les petites classes? Ah, alors là, je ne sais pas si Jean-Frédéric Géolier et Isabelle Decosses, vous êtes particulièrement placés. Allons-y. Le micro est branché, je vous en prie. Oui, il marche. Vous m'entendez? Oui. Alors, effectivement, je ne peux pas vraiment répondre à cette question complexe, où effectivement j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la situation au travers du jeune que j'ai accueilli. C'est vrai que la partie scolarité est compliquée. Après, si vous voulez, si je prends l'exemple du jeune alternant qui a été chez nous, je peux vous dire que la partie professionnelle a été une vraie réussite. Par contre, la partie scolaire a été très difficile. Si vous voulez, l'équipe SNCF a vraiment été accompagnée par la coach qui est venue sur place, qui a fait des horaires décalés, qui est venue y compris le week-end, qui a expliqué à l'équipe. Alexandre était d'accord, il s'appelle Alexandre. Bien sûr, on lui a demandé son avis. Donc, il a été intégré en toute connaissance de cause. Ça a duré plus de 2 mois, tout un travail de fond. Et c'est vrai qu'au sein de l'entreprise, ça a été une vraie réussite. Dans le milieu scolaire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un jeune Asperger a beaucoup de mal à s'intégrer dans une classe. Donc, c'est là que ça a été très compliqué, où l'alternance, entre autres, a dû être arrêtée, parce qu'il était très isolé et que c'était assez compliqué avec les autres enfants de la classe, quoi. Enfin les autres élèves de la classe. Donc c'est vrai que la partie scolaire est compliquée. Pour autant, ce sont des élèves ce sont des personnes qui doivent et qui ont effectivement totalement le droit à une scolarité normale. Mais c'est vrai qu'il avait un auxiliaire de vie pour l'accompagner avant. Quand il a intégré la formation avec nous, il a dit « je n'en veux plus, je veux être autonome ». C'est compliqué. Merci. Je prends une autre question concernant les entreprises. Madame, puis monsieur. Oui, je vous en prie. À vous. Si vous voulez tendre le micro à madame. Vous mettez le micro très près des lèvres. Non. Top, top, top. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour, donc Souila Omar, chargée de mission égalité à la ville de Lyon. Donc en fait, j'aurais une remarque et puis en fait une autre question. Donc ma première remarque, c'est que je regrette juste une petite chose par rapport à cet après-midi. C'est que quelque part, on a évoqué que s'il y a un possible dans la réussite avec le handicap psychique, c'est grâce à la conjugaison des aides des milieux de la santé,
du social et de l'emploi. J'aurais aimé, même si peut-être ça coule de source, mais juste qu'on le souligne, que peut-être que les personnes handicapées elles-mêmes peuvent être acteurs, actrices de leur parcours en lien avec les 3 autres milieux cités précédemment. Et d'ailleurs, le directeur général tout à l'heure de Cap Emploi l'a bien dit, si elles viennent à nous, c'est qu'elles sont volontaires et en attente d'un emploi. Donc, juste peut-être les associer avec les 3 autres milieux. Et je me réjouis d'ailleurs que le président de l'UNAFAM a parlé d'ambassadeurs. Et c'est vrai que ça aurait été très intéressant aujourd'hui d'avoir parmi les intervenants une personne handicapée psychique. Voilà, ça c'était ma remarque. Pour la question, alors, a priori, je ne peux la poser qu'à Madame la SNCF et Monsieur Millet-Repas. Je voulais la poser au directeur général de Cap Emploi, mais je vais la faire de manière détournée. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous demandez, lorsque vous cherchez une personne handicapée, est-ce que vous demandez, est-ce que plutôt vous refusez un certain nombre de handicaps, et notamment là, en ce qui nous concerne, le handicap psychique? En gros, est-ce qu'il y a une discrimination dans le choix des travailleurs handicapés? La question était surtout pour Monsieur Cap Emploi, mais bon, je la pose à vous et voilà. Le micro vous arrive. Mais j'aimerais avoir... Alors, rapidement, nous avons terminé à 18h05. Très rapidement. Écoutez, la réponse, elle est très simple. Bien évidemment, non. On ne refuse bien évidemment aucune personne, quelle que soit la nature de son handicap. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont les personnes qui nous sont orientées et que par nature, nous ne connaissons pas au départ la nature de leur handicap. Donc non, nous accueillons toutes les personnes, quelle que soit la nature de leur handicap. Voilà. Merci. Par rapport à l'individu acteur, à la personne acteur de son propre parcours. Oui. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que nous avons cette discrimination à l'embauche, bien évidemment, mais je l'ai dit tout à l'heure dans le début de l'intervention, je m'intéresse essentiellement aux compétences et aux valeurs. Je m'intéresse essentiellement aux hommes et aux femmes. Je vous remercie de préciser qu'une grande partie de la réussite de l'embauche vient aussi de la personne handicapée. J'en suis convaincu, c'est-à-dire que homme ou femme ou ce que vous voulez, de toute manière, l'embauche, la personne dans l'entreprise, sa réussite dépend d'elle-même. Ce que je voulais dire, c'est concernant le dénommé Fabrice, je vois le travail énorme réalisé par le responsable de région Didier Caillon-Glaillère, ça c'est son vrai nom. Je sais qu'il va bien au-delà de son métier et de sa mission, mais en même temps, dans le mail qu'il m'écrivait cet après-midi, puisque je lui ai demandé quelques précisions, il m'a parlé avant tout de la réussite professionnelle de Fabrice et notamment de la qualité des repas qu'il faisait. Donc pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire que sa réponse, c'est pas de dire compte tenu de son handicap psychique, etc., etc. Il me parle de son métier, de cuisinier et de la satisfaction de le voir réussir les repas qu'il prépare. Voilà ce que je peux vous dire. Confirmé. Oui, je confirme tout à fait. De toute façon, concrètement, c'est toujours la personne qui est dans le centre de toute action. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans elle. Ça, c'est évident. Et en plus, si vous voulez, c'est quelque chose qui est complètement fondamental parce que si elle n'est pas partie prenante, on ne peut rien mettre en place. Donc c'est sûr que, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est qu'on va s'attacher aux compétences de la personne, à ce qu'elle sait faire. Après, on va essayer de l'accompagner pour peut-être la former autrement, parce que c'est certainement quelque chose à prendre en compte, mais le résultat, c'est celui-là qu'on attend comme n'importe quelle personne et sans aucune discrimination. Voilà. Et pour revenir tout à l'heure, effectivement, au CV qu'on reçoit, parce que moi, j'en reçois énormément moi-même, que j'envoie dans les agences de recrutement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de discrimination. Et d'ailleurs, je demande ou je ne demande pas. Si vous voulez, quand j'envoie, moi, les candidatures, je demande juste quelles sont les difficultés pour tout simplement ne pas envoyer une personne vers un métier que physiquement, elle ne sera pas capable de faire.
parce qu'elle se mettra en souffrance ou parce que tout simplement, ces restrictions, ces difficultés ne lui permettent pas. C'est la seule chose que je prendrai en compte. Et après, quand ça arrive dans les agences de recrutement, concrètement, il n'y a aucune discrimination. Ce sont des personnes qui sont accueillies comme les autres. On met juste en place tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent passer les épreuves, et les mêmes épreuves que les autres personnes. Merci. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Et je vous applaudis comme tout. Alors, peut-être aurons-nous d'autres questions. Pardonnez-moi, je suis véritablement obligé. Nous avons tout à l'heure des TGV pour lesquels on m'a dit qu'il fallait à tout prix que nous terminions. En revanche, la table ronde que nous allons aborder est une suite pratiquement de celle-ci. Donc peut-être votre intervention pourrait-elle s'inscrire dans la table ronde numéro 4. Table ronde numéro 4, nous allons parler du management. Ça a déjà été évoqué ici et nous allons y revenir. Mais avec un angle un petit peu particulier, qui est de se poser la question, l'entreprise et son fonctionnement a-t-elle des responsabilités dans les troubles psychiques? Question plus impertinente. Donc, quel management pour quelle diversité? Pour parler de ce dernier thème, qui reprendra certainement des questions que vous aviez pour celle-ci, je demande de nous rejoindre Anne-Marie Guiffret-Serve, de la mission Handicap Métropole de Lyon. Merci. Également M. Cherazak, psychologue du l'URSSAF. Et enfin le Dr Girard, qui est médecin du travail, prestation handicap projet. Et comme pour les précédentes séquences, une séquence vidéo pour introduire le sujet. Madame, voilà. Dans cette dernière table ronde, nous allons discuter de la prise en compte au sein de l'entreprise des problématiques psychiques. La mention des termes handicap psychique auprès des employeurs amène l'évocation d'un ensemble de situations. Deux catégories sont évoquées, des moments de crise et des situations de souffrance psychique. Les troubles psychiques toucheront environ une personne sur 4 au cours de sa vie. Les employeurs sont régulièrement confrontés à des personnes avec fragilité et leurs différences. Il faut bien distinguer le handicap d'origine psychique de l'ensemble des troubles psychiques ou des situations de souffrance psychique. Chacun peut être un jour en situation de souffrance psychique, mais tous les troubles psychiques ne relèvent pas du handicap. Le handicap se définit toujours par un rapport à un environnement. Un environnement de travail pourra être facilitant ou bien nocif pour une personne en situation de vulnérabilité. Les leviers qui permettent d'agir concernant le maintien en emploi sont finalement les mêmes que ceux qui permettent d'éviter les conditions nocives pour tous. La diversité des besoins et des contextes ne permet pas de fournir une méthodologie unique. Mais le facteur humain et la souplesse face à la diversité sont deux facettes d'une réflexion sur les pratiques des gestionnaires d'équipe. Le management est la clé de voûte et la solution principale pour répondre aux questions posées par le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap psychique. On constate qu'en termes de prévention, les entreprises, bien qu'alarmées par les conséquences de la souffrance psychique, ne considèrent pas que ces troubles trouvent leur cause dans les structures du milieu professionnel. Les organisations et le management, qui prennent en compte la différence de l'autre et la prise en charge des personnes les plus faibles, permettent de réduire la souffrance au travail et de limiter l'émergence de situations de handicap psychique. Expliciter les problématiques de prise en charge du handicap psychique au sein de l'entreprise va nous permettre d'aborder plus largement des enjeux économiques et humains. Merci. Alors effectivement, nous allons aborder ce double aspect. Quelles conséquences l'insertion de personnes porteuses d'un trouble psychique pose-t-elle pour le management? Et à l'inverse, à votre avis, est-ce que les conditions de fonctionnement d'entreprise génèrent elles-mêmes des troubles psychiques? Donc pour aborder ces différentes questions, Anne-Marie Guiffret-Serve, je rappelle, de la mission Handicap Métropole Lyon. Oui, alors moi je vais être un peu en décalage avec tout ce qui a été dit. Métropole de Lyon, donc 9000 agents, création 1er janvier 2015, une structure qui est en construction. Et moi je découvre, dans le cadre de la mission Handicap, des situations individuelles qui existaient à la fois dans le Grand Lyon et dans le département du Rhône. Donc ces deux collectivités qui se sont groupées pour former la métropole. Je vous donne un exemple.
Si je dis que je vais être en décalage, c'est qu'effectivement, voilà, une situation, un jeune autiste qui lui est rentré directement de l'école dans l'entreprise, en CDD, qui a été accompagné par sa famille. On a présenté l'autisme, les troubles, etc. au collectif de travail. Ça fait 2 ans qu'il est en CDD de 3 mois en 3 mois, et moi j'arrive. Et ce que je constate dans la réalité concrète, à la fois, je vais l'appeler Étienne, d'Étienne, de ses collègues et de son responsable, et de la DRH. La DRH dit, ça fait 2 ans, mais comment? Je ne comprends pas. Il y a des CDD, il y a quand même des possibilités, il faut l'embaucher. D'accord. Le responsable me dit, ouh là là, mais vous comprenez, moi j'en ai, voilà, des personnes avec porteurs de handicap, j'en ai, alors il dit, on dit peut-être pas comme ça, on dit peut-être des personnes handicapées, enfin je sais pas, mais j'en ai plein déjà sur mon collectif. Et puis, on a des collègues qui sont là, qui entourent Étienne, quand on les regarde. Et quand on ne les regarde pas, Étienne focalise de mon regard toutes les violences. C'est-à-dire que tout ce qui se passe mal, c'est de sa faute. C'est parce qu'il ne sait pas faire, c'est parce qu'il n'a pas fait, c'est parce qu'il n'était pas au bon endroit, c'est parce qu'il n'était pas au bon moment, etc. Et cette violence, moi, je l'ai vraiment vécue. Enfin, voilà. Et je me dis, mais pourquoi lui, quoi? Mais parce que c'est le plus faible. Son vocabulaire oralisant, c'est une dizaine de mots. Oui, bonjour, merci, non. Et puis 2, 3 autres que je ne vous citerai pas parce qu'ils sont... Voilà, ce n'est pas mon vocabulaire à moi. Et c'est le vocabulaire qu'on lui a appris. Hein. Et je me dis, mais comment est-ce possible que ce collectif soit aussi violent? Enfin, qu'est-ce qui a entraîné cette violence? Donc, on refait une réunion et pour représenter, pour redire, voilà ce que ça entraîne, voilà des difficultés de vision, de situation dans l'espace. Et les collègues d'Étienne m'interpellent et arrêtent la réunion en disant « Non, mais ça, on sait, on le connaît, on travaille avec lui depuis 2 ans. » Mais bon, voilà. Et puis, il commence toute une litanie de ce qui ne va pas. Et en fait, ce n'est pas Étienne qui ne va pas, c'est tout le reste. Mais ça n'empêche Étienne qui reçoit toute cette violence. Voilà. Et là, j'avoue, je suis assez démunie. Alors, je vais interpeller les acteurs traditionnels, mais je ne suis pas sûre que... Moi, j'en suis à me dire, est-ce qu'il ne faut pas dire, ça fait 2 ans, ben voilà, il faut peut-être dire à la famille, qui est très présente, mais voilà, tout en étant un peu recul, mais dire à la famille, ben non, on ne sait pas faire. Si j'avais... Voilà, je me dis, vous avez parlé de situation innovante, d'intégration tout de suite dans l'entreprise. Je me dis, s'il y avait un ESAT qui était support et qui avait peut-être pu accompagner, peut-être, mais après, je refais l'histoire. Aujourd'hui, c'est juste ce que je constate. Voilà, donc je suis un peu en décalage par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Simplement, une situation où moi, je me dis, j'ai oublié de situer, par contre, il travaille au restaurant administratif. Donc, dans un milieu qui est peut-être... qui est un milieu technique, qui est un milieu physique, et qui est un milieu qui n'est pas toujours facile. Déjà, on le sait, la restauration, enfin, je ne sais pas, le 1001 repas est peut-être parti, mais voilà, c'est peut-être quand même des situations de travail qui sont voilà, un peu plus difficiles que quand on est derrière un bureau dans une situation plus administrative. Voilà, moi, c'est juste ce témoignage que je voulais porter. C'est ce que nous voulions entendre. Voilà. Votre sincérité. Merci. Alors, Vincent Charazac, vous êtes psychologue clinique, et les questions de management nous intéressent. Vous avez de quoi rebondir à partir de cet exemple?
Je vais essayer de m'adapter au train, à la pression du temps, donc je vais être bref. Vous m'excuserez, je suis un peu bouleversé. Voilà. Certains d'entre vous, oui, j'en suis conscient. Bon, on reprendra ensuite dans le débat. Alors, je travaille pour la sécurité sociale. Je vais en dire juste 2 mots parce qu'aujourd'hui, on fête les 70 ans de la sécurité sociale. Donc, c'est une institution qui est à la fois pérenne, installée, instituée, comme son nom l'indique, puis à la fois très jeune. Elle a connu un bouleversement majeur il y a 5 ans qui a amené la création de postes de psychologues cliniciens en son sein. Ça a été une fusion. Alors là, on touche en plein cœur du débat, j'allais dire, de l'étiologie institutionnelle des troubles psychiques, c'est-à-dire en quoi est-ce que l'institution peut elle-même générer les conditions de la souffrance pour les individus. Alors, c'est une institution qui regroupe 1500 salariés, dont la vocation n'est pas de persécuter les salariés, et plutôt d'alimenter la pompe à prestations pour les CAF, les caisses primaires et les CRAM, les CARSAT. Alors, on a créé ce dispositif il y a à peu près 4 ans, quand on s'est rendu compte que faire une fusion, ça bouleversait les collectifs et ça pouvait faire décompenser. Clairement, donc au plan des structures psychopathologiques qu'on peut rencontrer dans une URSSAF, mais je pense que c'est vrai de beaucoup d'autres institutions, on va rencontrer beaucoup de structurations dites limites, c'est-à-dire des patients qui sont patients salariés, des patients qui ne sont pas complètement psychotiques, mais qui ne sont pas complètement névrotiques non plus. Là, on retrouve typiquement quelque chose que les médecins, les psychiatres connaissent bien, c'est-à-dire l'évolution depuis une trentaine, quarantaine d'années de structures dites mixtes. Les anglo-saxons parlent de personnalité borderline. Alors ça, c'est assez compliqué à accompagner dans une entreprise parce que ce sont des personnes qu'on ne peut pas laisser tout seuls. Ce sont des personnes qui, quelquefois, mettent à mal les collectifs. Donc là, les psychologues que nous sommes avons un enjeu très particulier, c'est comment est-ce qu'on fait tenir un collectif avec en son sein un salarié qui a toute sa place et qui, pour autant, peut menacer l'équilibre d'une équipe. Alors, en préparant l'intervention, j'avais en tête 2 cas, en particulier celui d'une cadre de très haut niveau qui a fait un passage à l'acte autodestructeur à un moment et qui a retrouvé l'entreprise sur un mode un petit peu maniaque après à peu près 4 mois de retrait, d'arrêt maladie, ce qui est extrêmement peu, et qui forcément a créé beaucoup d'étrangeté dans l'équipe. Alors, ce qu'on va apporter comme réponse en termes d'accompagnement des managers, ça va être essentiellement ceci. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre à un manager dont l'éducation, dont la croissance s'est faite avec une illusion de toute puissance, je suis obligé de prendre un vocabulaire de psy, sinon c'est pas rigolo. Donc comment est-ce qu'on fait chuter la toute-puissance chez un manager? Comment est-ce qu'on l'amène à accepter l'idée que face à certains salariés, face à certaines souffrances, il n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à des tiers? Comment est-ce qu'on lui fait accepter qu'à des moments, il ne peut pas tout prendre en charge, qu'il y a des situations qui vont le dépasser et pour lesquelles il va avoir besoin, Patricia Attigui parlait tout à l'heure de médiation, il va avoir besoin de tiers, il va avoir besoin de médiateurs qui vont l'aider à prendre en charge ce genre de situation. Donc ça, c'est la première contribution qu'on essaie d'avoir auprès des managers. Accepter l'idée que vous ne pouvez pas tout traiter, sans parler de l'idée qu'on ne peut pas tout gérer. Là, on est sur le domaine de l'humain. Dieu merci, ça ne se gère pas. L'autre chose qu'on fait avec les managers, c'est de les aider à accepter l'imprévisibilité. Il y a un grand philosophe lyonnais qui s'appelle Henri Maldinet qui disait que le réel, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu. On pourrait appliquer ça à l'humain. L'humain, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. On n'est pas des ordinateurs. Donc, nous, psychologues, nous, médecins, nous, du côté du soin, on va beaucoup aider les managers, que ce soit les managers de proximité ou que ce soit les directeurs, à accepter l'idée que l'humain, parmi sa richesse, il y a un avatar, c'est celui de l'imprévisible. On peut tous décompenser au travail. On peut tous avoir une dépression bien compensée jusqu'à ce qu'un fait générateur, en particulier au milieu du travail, puisque le milieu du travail amène un certain nombre de facteurs de décompensation potentielle. On a parlé de la fusion tout à l'heure. On sait qu'au plan narcissique, une fusion, c'est très destructeur. Les assises professionnelles identitaires vacillent quand on fusionne, quand on vous demande de changer de métier du jour au lendemain. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est faire accepter aux managers l'idée que, oui, un être humain, à un moment, ça peut être imprévisible, ça peut aller contre les schémas qu'on avait prévus pour lui. Troisième élément, et j'ai presque terminé, c'est de faire accepter la singularité, mais ça, tout le monde l'a bien dit, y compris l'intervention de madame tout à l'heure. Effectivement, on est humain, on est singulier, donc on ne peut pas tout protocolariser. C'est-à-dire qu'il y a certaines procédures qui peuvent être contributives pour le plus grand nombre, mais qui ne vont pas s'adapter à des personnalités singulières ou à des crises singulières, puisqu'il faut quand même réintroduire l'idée que
bien sûr qu'on parle de handicap psychique, bien sûr qu'on parle de maladie psychique, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la notion de crise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des épisodes momentanés. Quatrième élément, tout à l'heure, le docteur Morin demandait s'il y avait évoquait des possibles tutorats, des possibles procédures au sein des entreprises. Alors oui, bien sûr, on en déploie un certain nombre à l'URSSAF et dans d'autres entreprises. Un dispositif de tutorat, un dispositif d'accompagnement du retour à l'emploi, un dispositif d'aide au montage de dossiers RQTH. Mais j'allais dire que le plus important n'est pas là. Le plus important, ce sera mon dernier point, c'est que notre vocation à nous, cliniciens, médecins, élus CHSCT, c'est d'être au chevet du travail. C'est-à-dire que notre place, et je rejoins ce que disait tout à l'heure l'intervenant de l'UNAFAM, notre place, c'est de porter la parole de chacun, des plus momentanément affaiblis, pour faire accepter l'idée que tout n'est pas exponentiel, tout n'est pas sur le mode de la croissance dans une carrière. C'est-à-dire qu'au travail, on peut connaître des trous d'air, on peut connaître des passages à vide, on peut connaître des crises, et que ce n'est pas pour autant que notre place dans le collectif est diminuée, doit être mise en péril. Donc notre rôle de clinicien, c'est d'être vraiment au chevet du travail, et j'en reviens à la latine grecque du terme clinique, d'être au plus près du travail, c'est-à-dire au sein des conseils d'administration, au sein des CHSCT, au sein des comités directeurs, pour faire entendre la singularité humaine et le fait qu'il peut y avoir des moments d'affaiblissement. Merci à tous. Vincent Chardin, je savais que le vieil adage, en règle générale, nous sommes tous des gens particuliers. J'ajouterais donc fragile, ô combien. Docteur Girard, médecin du travail, voilà un autre poste, je dirais, d'observation, d'analyse de la situation dans l'entreprise. Donc j'ai une expérience de médecin du travail de petites entreprises. Je vais vous livrer quelques réflexions qui sont peut-être un petit peu en vrac. Mais le premier point, qu'est-ce qui peut éviter la décompensation des personnes fragiles, donc qu'on peut ranger dans les handicapés psychiques, les personnes handicapées psychiques ou les personnes non fragiles, mais qui peuvent un jour décompenser au niveau de l'entreprise. Donc quels sont les leviers d'action? Donc je me suis rendu compte au niveau de l'entreprise, le médecin du travail avait souvent à la bouche organisation du travail. Je crois que c'est très important, et encore plus pour les gens qui ont une fragilité psychique, que les tâches soient un petit peu définies, qu'on sache qui fait quoi, que si quelqu'un aide une autre personne, ce soit pris en compte, que les personnes ne soient pas là à dire oui, moi j'en fais beaucoup plus qu'elle, enfin, etc. Voilà. Donc le chef d'entreprise, à mon avis, il doit quand même savoir et puis organiser. Parce que pour la personne fragile psychiquement, c'est très lourd de ne pas savoir, de ne pas éventuellement avoir les compétences parce qu'on a changé de poste, donc elle n'a pas eu vraiment la formation. Voilà. Donc nous, l'organisation du travail, pour nous, c'est médecins du travail, on pense que ça permet d'assurer quand même une stabilité à la personne qui travaille. Il ne s'agit pas de prévoir les détails dans les moindres détails, mais de savoir que les gens demandent à savoir exactement, avoir un profil de poste. Le médecin du travail aussi aime bien que les gens sachent s'ils vont faire autre chose. Ils peuvent, il y a la polyvalence, c'est vrai, il faut être polyvalent, mais on explique aux gens, voilà, aujourd'hui vous allez faire autre chose parce que les conditions économiques, on a eu un contrat, voilà, un minimum d'organisation pour que les gens se sentent bien dans leur travail. Alors bien sûr, il faut lutter contre l'environnement délétère. On n'a pas entendu parler du harcèlement moral, mais bon, nous, les médecins du travail, on a été confrontés à ça, et il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. Bon, le harcèlement moral, ça fabrique des dépressifs, ça fabrique des gens qui peuvent décompenser, avoir des moments de violence. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention dans l'entreprise. Le chef d'entreprise, il faut qu'il regarde un peu quand même ce qui se passe. Il faut éviter de dire oui, elle va pas bien, de toute façon, dans sa famille, vous savez, c'est le bazar, donc bon, elle n'est pas bien dans l'entreprise, mais nous, on n'y est pour rien. Donc moi, je répondais au chef d'entreprise, justement, si ça ne va pas bien chez elle, il faut que dans l'entreprise, ça aille encore mieux pour qu'elle puisse surmonter tout ça. Voilà. Alors, je dirais qu'un chef d'entreprise, je pense qu'il doit quand même avoir une autorité. C'est vrai qu'il faut s'occuper des gens, il faut les écouter, il faut les comprendre, mais les personnes, et surtout les personnes fragiles psychiquement, ont besoin d'une autorité bienveillante. Il faut rajouter bienveillante, parce qu'autorité, ça a une connotation un peu désagréable quand même.
Donc le chef d'entreprise, je dirais qu'il doit avoir une autorité bienveillante et qu'il doit être juste. Mais juste dans les moindres détails. Hein. C'est le quart d'heure qu'on autorise pour la sortie, enfin, etc., à l'une, pas à l'autre. Enfin, voilà. Et qu'il soit compris comme juste. C'est très, très important. Donc ça, quand les gens sont fragiles, ça, c'est vrai que ça passe très mal. Voilà, de ne pas laisser de flou. Alors le médecin du travail, lui, au milieu de tout ça, on a parlé de confiance. C'est vrai qu'on essaye, nous, médecins du travail, d'avoir la confiance de nos salariés parce qu'on écoute tous les salariés de l'entreprise pendant plusieurs années dans le secret du cabinet médical. Et il y a une foule d'informations, de renseignements, on prend la température un petit peu de l'entreprise parce que quand il y a une personne qui raconte quelque chose, la deuxième, troisième, la quatrième, on se dit c'est en train de déraper, il faut agir. Voilà. Alors, du fait qu'on reçoit tous les salariés, alors il y a ce fameux secret médical, oui, c'est très compliqué. Alors, les psychiatres, c'est vrai que pour avoir une lettre d'un psychiatre, même médecin du travail, c'est très, très compliqué. Avec l'expérience, je me suis aperçue que ce n'était pas la peine de leur écrire. On leur téléphone, on insiste, et au bout d'un moment, on peut discuter de façon libre et de toute façon, c'est dans l'intérêt du salarié. C'est vrai que, c'est ce que je disais à un psychiatre tout à l'heure, si on laisse arriver une personne dans l'entreprise et qu'elle a une crise violente dans l'entreprise, après, c'est très difficile vis-à-vis du collectif de travail, vis-à-vis de l'employeur. Alors que si on a préparé cette arrivée, on a plus de chances que ça marche. Ça ne marche pas toujours, hein, c'est sûr. Voilà. Il faut savoir que le médecin du travail, en plus, quand il y a une RQTH, le médecin du travail doit voir les salariés avant l'embauche, c'est-à-dire qu'une personne reconnue qui a la qualité de travailleur handicapé et qui arrive dans une entreprise, la loi oblige à la visite en médecine du travail avant la prise de poste. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais qui est dans le texte de loi je ne sais plus lequel, mais dans le texte de loi récent là, qui a géré la médecine du travail. Et ça, je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Je l'ai bien dit aux conseillers, j'ai dit insister, au moins que le salarié qui est fragile, alors il ne verra peut-être pas le médecin du travail, mais il peut téléphoner quand même au service de médecine du travail et dire voilà, j'ai une RQTH, je vais être embauché dans telle entreprise, est-ce que le médecin du travail, vous pouvez le mettre au courant? Parce que le médecin du travail, il va dans l'entreprise, il a libre accès. Bon, en général, on prend rendez-vous, c'est mieux, mais en principe, on a libre accès. Donc, on peut débarquer dans l'entreprise à n'importe quel moment. Et donc, si on a été alerté par la venue d'une personne fragile, on peut très bien faire une étude de poste juste à côté, essayer de se rendre compte de ce qui se passe, sans stigmatiser la personne, même si personne n'est au courant de la pathologie. Voilà, c'est un petit truc. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, bien sûr, le secret médical, c'est le respect du secret médical. Donc, moi, quand je travaille, c'est toujours avec la personne en question, la personne en situation de handicap. C'est elle qui va dire, oui, vous pouvez appeler mon psychiatre, oui, vous pouvez appeler mon médecin traitant, oui, j'aimerais bien que vous en parliez à l'employeur, mais c'est jamais en dehors de la personne. Elle est au centre, c'est elle qui est concernée, et par l'intermédiaire de la personne, on peut quand même arriver à avoir des informations, voilà, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des pathologies qui ne sont pas compatibles avec le poste où on les trouve. Et on n'est pas là pour les mettre dehors, mais on est là justement soit pour aménager le poste si on peut, soit pour trouver un autre poste dans l'entreprise, soit pour les remettre dans le circuit des formations, etc. Voilà. Merci. Bon, écoutez, oui, j'ai à peu près tout dit, je crois. Terminons ici. J'illustre le thème de la souffrance au travail par une frustration créée en direct. Voilà, juste une petite, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, le médecin du travail n'est pas juge, il n'est pas décideur, il alerte et il soutient. Voilà, parce qu'on ne se met pas à la place des chefs d'entreprise, c'est eux qui ont la responsabilité et le handicap psychique leur fait très peur. C'est pour ça qu'il faut les aider. Merci. Si je veille au respect de la montre, c'est pour pouvoir vous donner aussi la possibilité de répondre à des questions. Nous n'avons plus qu'un quart d'heure avant que Patrick Goët nous restitue sa vision. Monsieur, je vous ai tout à l'heure frustré encore, décidément, j'aurais fait ça tout l'après-midi. Vous aviez une remarque ou une question à poser? Là, voilà. Voilà le micro.
Je m'appelle Yves Benoît Catin, je suis de Andy-Lyon-Rhône. J'ai une question qui ne s'adresse pas spécifiquement aux personnes qui sont sur ce plateau, sur cette table ronde. Au cours de l'après-midi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt tous les exposés qui ont été présentés sur ce sujet et je félicite ceux qui ont organisé ce colloque. Mais il me semble tout de même étrange qu'en écoutant des personnes aussi qualifiées et qui ont une très large expérience du sujet, certainement beaucoup plus grande que la mienne, que jamais ait été évoqué parmi les pistes qui peuvent être utilisées pour l'insertion des personnes psychiquement handicapées, le sport. Je pensais, après des contacts que j'ai eus parfois, notamment avec un kinésiologue qui est à Paris et qui est coach sportif, je pensais que ce pouvait être une solution, parfois, dans certains cas et à certaines conditions. Donc, ce n'est peut-être pas les personnes éminentes qui sont là qui peuvent me répondre, mais peut-être y en a-t-il dans la salle. Merci. Merci. Appel aux participants sur ces pistes d'une autre approche, plus physique. Est-ce qu'il y a quelques éléments ? Docteur, non, pardon, c'est Vincent Charzac. Oui, le micro est branché. Je voudrais juste apporter un éclairage, puisqu'on parlait tout à l'heure de clinique du travail, et c'est vrai que le motif du colloque est bien handicap psychique et emploi. Et je voudrais rappeler, vous savez qu'en France, on a un des spécialistes de la clinique du travail, en la personne de Christophe Dejour, qui insiste beaucoup sur la vocation de subjectivation du travail. C'est-à-dire que, je comprends ce que vous dites, le théâtre, les activités physiques, intellectuelles peuvent venir en relais, mais paraphrasant Dejour, je dirais que rien ne construit aussi bien que le travail. Parce que, et c'est lui qui le dit, parmi ce qui nous permet d'être au monde, il y a ce qu'on peut y faire. Y faire au sens presque manufacturier du terme. Voilà. Mais peut-être que d'autres peuvent compléter. Non, mais cet aspect est intéressant. Nous prenons d'autres questions sur la table ronde numéro 3, et puis celle-ci. Quelles remarques, commentaires vous apportent nos échanges ? Finalement, moi j'en ai quand même une. À vous entendre à partir de votre témoignage, qui est en fait extrêmement fort, et puis ensuite vous deux, finalement, le changement qui est un thème majeur dans la plupart des organisations du travail. C'est un des leitmotifs, conduite du changement, ainsi de suite. Et on entend même certaines fois des managers dire « mais on entend la demande de pause, mais on ne peut pas s'arrêter. À peine un changement est terminé, qu'on en enchaîne un autre. » Parmi les facteurs, je dirais, anxiogènes, déstabilisants, même cassants dans tous les sens du terme, quels sont les facteurs que vous mettez qui alimentent le trouble psychique au travail? Vous avez parlé du stress, quoi d'autre? Vous avez parlé d'harcèlement? L'organisation du travail, elle est difficile dans les fusions. L'organisation du travail, on aime bien qu'elle soit bien faite, mais on comprend bien que quand il y a une fusion, c'est difficile. Il faut quand même organiser quand il y a une fusion. Mais sans aller jusqu'à la fusion, énorme. Beaucoup de managers vous diront que par définition, une organisation correspond à une manière d'allouer les ressources dans un contexte. Le contexte change, on réorganise. On change, oui. On réorganise. Mais il faut réorganiser bien à chaque fois. Et autre approche, autre facteur pour vous, créateur de troubles psychiques? Ça me permet de rappeler un point important, c'est qu'on confond souvent les conséquences avec les causes, et on mélange souvent le stress, l'anxiété, on parlait à un moment de harcèlement. Ce qui est important, c'est de comprendre l'étiologie, c'est-à-dire comment on en arrive là. Et donc il y a eu un important travail de fait dans les années 2010 par Michel Golac, qui a visé à essayer de comprendre quelles étaient les 6 grandes familles de risques. Alors, on a parlé de risques psychosociaux, c'était à la mode à l'époque. Apparemment, celle qui génère le plus de passages à l'acte et donc de syndrome dépressif majeur, c'est celui du sens au travail. Et effectivement, comme vous dites, à chaque fois qu'on change brutalement sans qu'il y ait un sens à cela, sans que l'individu, à son rythme, puisse s'en élaborer une compréhension, c'est là où il y a le plus grand risque de décompensation. À l'inverse, quel conseil donneriez-vous à des managers qui ont décidé, comme tout à l'heure Isabelle Decosse ou Jean-Frédéric Geolier, de s'engager dans une démarche d'insertion de personnes atteintes de troubles psychiques? Y a-t-il une formation, une sensibilisation? Non. Ça ne se commande pas?
Je garde le micro. Ça ne se commande pas. Par contre, ce que peuvent faire des tiers, comme les médecins, comme les élus du CHS, comme les psychologues ou les sociologues, c'est de faire accepter l'étrangeté. C'est de faire accepter que l'autre, à un moment, peut être, je répète, imprévisible, peut être bizarre, peut être avec des comportements irrationnels, et que pour autant, il n'en garde pas moins sa place dans le collectif. Et de se faire accompagner. Et donc de se faire accompagner. Pardonnez-moi, quel est votre accompagnement aussi vous-même pour votre mission ? De quels appuis avez-vous bénéficié pour effectuer votre rôle ? Aucun. Aucun.